Saint-Joseph, c'est une île coupée du monde. Il pourrait arriver n'importe quoi. Personne ne s'en rendrait compte. Il lui a dit, c'est le genre d'endroit dont on ne revient pas. Il y avait une cabane. Et dans la cabane vivait quelqu'un dans des conditions déplorables. La première chose qu'on a trouvée, c'est un os de doigt. La deuxième, c'était un morceau d'humérus. Ça n'aurait pas pu être pire. Personne ne mérite ce qui lui est arrivé. Personne. Pardon. À l'époque de cette affaire, je supervisais les scènes de crime. David Lopez était inarrêtable. Il était là pour retrouver sa fille, qui avait disparu sur l'île Saint-Joseph. Ils avaient été vus pour la dernière fois dans une cabane, construite sur un terrain reculé au Canada. J'ai vite compris qu'il fallait y envoyer un enquêteur. C'était difficile d'accès. On ne pouvait pas y aller en voiture. C'était marécageux, c'était plein d'arbres et de souches. Et il fallait finir le chemin à pied pour arriver à la cabane, parce qu'elle était en plein milieu de la forêt. L'agent a fait le chemin dans le noir. Le terrain était boueux et semé d'embûches. Mais il y est arrivé. C'était le genre d'endroit qu'on voit dans les films d'horreur. L'agent était plongé dans le noir. Il est entré dans la cabane, mais il n'était pas seul. J'ai rencontré Melody Lopez en 1993. Elle venait d'emménager et c'était son premier jour. Melody était magnifique. Elle était superbe. Avec ses cheveux bruns et son rouge à lèvres, j'ai tout de suite su qu'on allait être copines. On avait 15 ans, donc on allait au centre commercial, à la salle d'arcade. Avec elle, tous les jours, je découvrais un nouveau groupe, une nouvelle idée. Melody voulait que les gens puissent être eux-mêmes. Cet été-là, on était inséparables. Elle n'a été physiquement présente dans ma vie que pendant 6 mois, parce qu'après, elle a déménagé. Les parents de Melody se sont séparés quand elle était adolescente. Robin est partie s'installer à Eugene, dans l'Oregon, et Melody a suivi David à Columbus, dans l'Ohio. Melody était enfant unique, et David était fou de sa petite. C'était la 8e merveille du monde. Ils étaient très proches. Quand elle est partie à Columbus, on est resté en contact pendant des années. On s'envoyait des lettres, des photos. Elle s'est fait de très bons amis là-bas. Ils étaient tous punk. Melody prenait les gens tels qu'ils étaient.
Je pense que c'est pour ça qu'elle se sentait aussi à l'aise avec la communauté punk. Ils étaient eux-mêmes. Et ils se fichaient complètement de ce qu'en pensait le reste du monde. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait prévu de voyager pour aller faire Mardi Gras. Je lui ai dit « Ah, c'est trop cool !» Je lui ai dit de profiter et de me tenir au courant quand elle rentrait. Mélodie ne parlait pas beaucoup de garçons, même si elle croisait souvent leur route, jusqu'à sa rencontre avec Sean. Elle ne parlait plus que de lui. Je ne sais même pas comment s'est passé le voyage. Il était génial, il était trop mignon, elle était trop contente. Elle était vraiment folle de lui, dès le premier jour. Elle savait que c'était le bon. Elle avait trouvé son âme sœur. Elle m'a dit qu'ils allaient s'installer dans l'Oregon, se marier, acheter une maison et tout ce qui s'ensuit. Et puis elle est tombée enceinte. J'étais très heureuse pour elle, parce que je me suis dit qu'on devenait des adultes. On n'était plus des enfants. On n'allait plus avoir besoin que nos parents nous amènent l'une chez l'autre ou payent nos factures de téléphone. On allait être des adultes et on allait se voir quand on voulait. Je voulais qu'on élève nos enfants ensemble, qu'on grandisse ensemble. J'étais très heureuse. Sean et Mélodie avaient un projet. Le père de Mélodie était un esprit libre. Il avait traversé le pays en stop. Il sautait à l'arrière des trains. Moi, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Il nous racontait ses histoires. Et Mélodie voulait vivre les mêmes aventures que son père. Sean et Mélodie avaient prévu d'aller voir les parents de Sean à Ottawa, au Canada. Ils devaient traverser le pays en stop et prendre des trains en marche pour aller jusqu'à Eugene, dans l'Oregon, chez ma sœur. Elle avait expliqué leur plan à son père et à sa mère. C'était leur projet. Je m'y étais opposée, je ne voulais pas qu'il parte en stop. Mais personne ne pouvait l'arrêter. J'ai essayé, mais elle ne m'a pas écoutée. Elle voulait se débrouiller seule. Vous connaissiez bien Sean? Pas vraiment. Je ne lui ai parlé qu'une fois, quelques secondes. Et ça m'angoissait un peu. Sean était un garçon discret, très discret. Ce voyage, c'était leur dernière grande aventure avant de se poser. Elle nous a appelés du Canada pour dire qu'ils allaient continuer en stop vers l'Oregon. C'était son dernier appel. Les jours passaient et Robin et David n'avaient plus aucune nouvelle. Mélodie ne les rappelait pas, ni l'un ni l'autre. Elle appelait David tous les 3-4 jours pour lui dire où elle était et avec qui. Quand elle a arrêté, David a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Donc il a commencé à enquêter dans son coin pour essayer de retrouver sa trace. David a appelé les parents de Sean pour établir un plan. Il a fait le tour de Columbus pour parler avec les amis de Mélodie, pour savoir si quelqu'un avait eu de ses nouvelles. Mais personne ne savait rien. Il était aussi en contact avec les parents de Sean, mais il n'avait pas de nouvelles non plus. Pas un coup de téléphone, rien. C'était très frustrant parce que personne ne savait quoi faire. Robin était désemparée. Elle était là, dans l'Oregon, à espérer que sa fille réapparaisse.
Un jour, sa mère m'a dit qu'un homme s'était présenté chez elle. Il s'appelait Chris Rogers. Chris a raconté à Robin qu'il avait voyagé avec Sean et Melody. Quand elle lui a demandé où était sa fille, il s'est braqué. C'était assez pour confirmer qu'il s'était passé quelque chose. Il lui a dit qu'il les avait laissés dans une cabane. Pas dans un joli cabanon, mais dans un vieux taudis. Il lui a dit, c'est le genre d'endroit dont on ne revient pas. La dernière fois qu'on avait eu de leurs nouvelles, ils allaient chez les parents de Sean. Et maintenant, on avait ce Chris Rogers qui débarquait chez ma sœur dans l'Oregon. Chris était un étrange personnage. Il était un peu bourru. Il a expliqué qu'il avait rencontré Sean et Melody et qu'il voyageait avec eux. Ils avaient fait du stop ensemble dans les environs d'Ottawa, où vivaient les parents de Sean. Chris Rogers était un skateur nomade. Il a déclaré que Sean et lui étaient amis. Melody m'avait parlé de ses amis, mais jamais de ce Chris. Ça a été très dur pour Robin, parce qu'elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Il a raconté qu'ils étaient allés en stop jusqu'à Ottawa et avaient repris la route vers Sault-Sainte-Marie. Il y a une ligne de train internationale qui passe là-bas. Donc ils avaient prévu de sauter dans un train pour rejoindre la côte ouest des États-Unis. Chris lui a expliqué que le 4 août 1999, il faisait toujours du stop. Et ils étaient montés dans le véhicule d'un homme qui s'appelait Robert. La nuit était tombée pendant le trajet. Robert avait les moyens et il avait pris soin d'eux. Il s'est arrêté pour leur acheter à grignoter et à boire. Tout allait bien, il avait l'air gentil. Sur la route, Robert leur a dit qu'il vivait sur l'île Saint-Joseph, à quelques kilomètres de Sault-Sainte-Marie. Et il leur a proposé de venir chez lui. Il les a persuadés de rester pour fêter l'anniversaire de son petit frère. Souvenez-vous qu'ils étaient tous jeunes adultes. Il leur a proposé de venir se reposer, dormir un peu et faire la fête. Et ils ont accepté. Je pense qu'ils n'imaginaient pas que la cabane était aussi loin de tout. Saint-Joseph, c'est une île coupée du monde. Elle est couverte de kilomètres de forêts très denses. C'est plein d'arbres et de chemins de terre qui zigzaguent dans le bois. Il pourrait arriver n'importe quoi. Personne ne se rendrait compte. Pour arriver à la cabane, on ne peut pas prendre la voiture et il n'y a pas de route.
Il faut marcher 1,5 kilomètre sur un sentier. C'était très tôt, dans les premières heures du 5 août, qu'ils sont arrivés à la cabane. Il y avait Robert, son frère et son cousin. La propriété était complètement isolée. Ils avaient un générateur, mais pas d'eau courante. Chris a dit à Robin qu'ils avaient fait un feu de camp et qu'ils passaient un bon moment. Le lendemain, la journée s'est très bien passée. Ils ont traîné à la cabane, ils ont bu des bières. Ils se sont entraînés à tirer, parce que c'était des chasseurs. Et ils ont décidé de rester un jour de plus parce qu'ils s'amusaient bien. Le deuxième soir, ils ont bu beaucoup d'alcool. Les garçons remarquaient toujours Mélodie, parce qu'elle était magnifique. Et les autres ont remarqué que Robert, qui était un peu saoul, commençait à essayer de la draguer. Ça n'a pas plu à Sean. Et je crois qu'il n'a pas hésité à le lui dire. Ils se sont disputés au sujet de Mélodie. C'est là que Robert a dégainé son pistolet. Il y a eu une dispute et Robert a sorti une arme. D'après Chris, c'est Mélodie qui a réussi à calmer le jeu. Il s'est mis à bafouiller. Il a présenté ses excuses. Et ils sont passés à autre chose. Mélodie était fatiguée. Alors elle est retournée dans la cabane. Après ça, elle est allée se coucher. À mon avis, elle s'est dit, on se repose encore une journée et on reprend la route. Vers 20h ce soir-là, ils avaient fini toute la bière. Vers 21h, les garçons ont décrété qu'il fallait racheter de la bière. Et apparemment, c'était moins cher d'aller se fournir de l'autre côté de la frontière. Il y en avait pour 45 minutes pour arriver aux États-Unis. Mélodie est restée à la cabane et Robert est parti avec Chris Rogers et Sean Barrett. Quand ils sont arrivés à la frontière, Sean n'avait pas son passeport sur lui, donc il a dû rester côté canadien. Chris Rogers et Robert sont passés dans le Michigan pour faire leurs achats. Chris Rogers était états-unien et il avait un petit casier judiciaire. Donc, quand il a voulu retourner au Canada, ils ne l'ont pas laissé passer.
Il a dû rester aux États-Unis. Chris allait donc partir tout seul vers l'Oregon, et Shaun et Melody le rejoindraient plus tard. Mais ils ne l'ont jamais rejoint. Les parents de Melody n'avaient pas tous les détails de l'histoire. Et ils n'en savaient pas plus. Tout ce qu'ils savaient de leur fille, c'était ce que Chris Rogers leur avait raconté. C'était déchirant. Ils ne savaient pas où elle pouvait être. Est-ce qu'elle était toujours à la cabane? Est-ce qu'elle avait repris le stop? Qu'est-ce qu'il s'était passé? Personne ne le savait. Shaun et Melody avaient été abandonnés au Canada, dans une cabane au milieu de la forêt, avec des gens qu'ils ne connaissaient pas et dont ils ignoraient les intentions. David a voulu signaler la disparition de Shaun et Melody au Canada parce que c'était le dernier endroit d'où elle l'avait appelé. Mais on lui a dit de le faire à Columbus parce que c'était là qu'elle vivait. Alors il a essayé de le faire à Columbus, dans l'Ohio. Et cette fois, on lui a dit de le faire à Eugene, dans l'Oregon, parce que c'était son point de chute, même si elle n'y était jamais arrivée. On les baladait un peu. La police lui a dit que c'était une adulte et qu'on ne pouvait pas parler de disparition. Les parents de Shaun avaient le même problème. David savait qu'elle était partie dans une zone reculée du Canada avec un homme. Mais il ne savait rien de cet individu, à part son prénom, Robert. C'était très frustrant de n'avoir aucun indice. Donc, avec David, on a décidé de prendre la route pour l'île. Quand on est arrivé, on a tourné en voiture et à pied, mais on ne savait même pas où était la cabane. J'étais journaliste et quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'un homme cherchait sa fille sur l'île Saint-Joseph et qu'il avait commencé à accrocher des affiches. Ça faisait des mois qu'il faisait le tour des postes de police, mais personne ne l'écoutait. Comme David n'était pas canadien, il ne savait pas à qui s'adresser et il ne connaissait pas les ressources auxquelles il avait accès. Donc il ne posait pas ses questions aux bonnes personnes et il ne recevait pas les réponses dont il avait besoin. Au mois de décembre 1999, David était sur le point d'abandonner, mais il a passé la frontière une dernière fois. Et là, il est tombé sur le garde-frontière qui travaillait le soir où Chris avait été refoulé. Et il se souvenait de lui. Le garde-frontière se souvenait de l'incident parce que ça n'avait pas été marrant. David lui a répété tout ce qu'il savait grâce à Chris. Donc le garde a pu regarder dans le système et trouver le nom complet de l'homme qui était avec lui. Robert Armstrong. Il avait bien une cabane sur Saint-Joseph. David voulait partir tout de suite. Il voulait prendre la route pour la cabane de Robert Armstrong. Mais le garde l'a prévenu qu'il était connu pour des faits d'agression sexuelle. Et qu'il ne pouvait pas débarquer comme ça chez ce genre de personnes.
On lui a dit d'aller voir la police provinciale de l'Ontario, qui couvre toutes les municipalités de la région. Le garde lui a expliqué que l'île était dans leur juridiction et qu'ils allaient pouvoir l'aider. La police provinciale, c'est la branche locale de la police. Et ils ne savaient même pas qu'on existait. Ils n'avaient jamais entendu parler de nous. Après avoir passé la frontière, on est allé au commissariat de la police provinciale. On s'est présenté et on leur a donné le nom de Robert Armstrong. On avait un lieu et un nom. David Lopez était inarrêtable. Il pensait même que sa fille était peut-être retenue en otage. J'ai immédiatement envoyé un agent sur la propriété pour voir s'il y avait quelqu'un. C'est Jason Nichol qui est parti. Jason a fait le chemin dans le noir. Le terrain était boueux et semé d'embûches. C'était très dangereux. C'est un miracle qu'il soit arrivé en un seul morceau. Il y avait des épaves dans le jardin de la cabane, des voitures qui n'avaient pas supporté la route. Il y avait un poêle à l'intérieur, mais il ne restait presque pas de bois et il faisait très froid. Quand Jason est entré, il a compris que Robert Armstrong n'était pas là. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans la cabane. Richard Armstrong, le petit frère. Richard était là, tout seul, en plein mois de décembre, dans des conditions déplorables. Il avait 19 ans. Il était vulnérable. Il était jeune. Il a dit à la police que Robert et son cousin, Dale McCrae, l'avaient laissé là pour l'hiver. Jason lui a parlé de Melody, Sean et Chris, et Richard lui a dit « Je ne peux pas vous aider, je ne les ai jamais vus, je ne sais pas qui c'est ». Jason était un policier aguerri, donc il savait qu'il fallait le laisser parler, l'écouter, prendre des notes. Et une fois qu'il avait fini, le mettre face à ses mensonges. Il lui a dit « Je pense qu'ils sont toujours ici ». Il lui a mis la pression. Et Richard a fini par dire « Si mon frère apprend que je vous parle, il va me tuer aussi ». C'était très suspect. Il ne voulait pas parler de ces deux gamins parce que il craignait pour sa propre vie. On lui a promis qu'on assurerait sa sécurité. Et on l'a embarqué. Mais on l'a mis sous protection.
On l'a installé dans un motel avec un agent pendant toute la première phase de l'enquête. On savait qu'on allait avoir énormément de travail, qu'il allait falloir mener beaucoup d'interrogatoires et tout ratisser. On ne savait pas où étaient passés Melody et Shaun, mais on savait qu'ils avaient passé quelques jours dans cette cabane. On savait qu'il y avait eu un problème à la frontière, et grâce à Chris Rogers, qui voyageait avec eux, on savait que Melody se trouvait dans la cabane au moment de cet incident. Donc, on en savait suffisamment pour lancer des fouilles exhaustives sur la propriété des Armstrong. On a démarré les recherches. L'île est grande et elle est très prisée par les chasseurs. Et la cabane était très loin de la moindre clairière. Elle était au milieu des arbres, dans une forêt très dense, là où personne ne pouvait la trouver. On a commencé à déplacer des vieux troncs d'arbres morts qui avaient été empilés les uns sur les autres, jusqu'à tomber sur ce qui ressemblait à une tombe de fortune. Là, on a un peu frotté la terre et on a trouvé un premier os. Je m'appelle Scott Fairgrieve et je suis docteur en anthropologie médico-légale. J'interprète les ossements pour écrire une sorte de biographie des individus. Une biographie osseuse. Les policiers m'ont appelé parce qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. C'est à ce moment-là que j'ai pu confirmer que l'os provenait d'un doigt. Et après, j'ai vu le foyer, qui a tout de suite attiré mon attention. Il n'y avait pas uniquement des cendres et du bois brûlé à l'intérieur. Il y avait une boîte en carton remplie de cendres et tout un tas d'objets en métal. C'était très surprenant. Ça n'avait rien de normal. C'était en hiver, donc on a dû monter une tente autour du foyer pour le couvrir et allumer les réchauds pour essayer de faire dégeler le sol et pouvoir commencer à creuser. Avec un collègue, on a attrapé une pelle et là, on a trouvé un deuxième os. Le deuxième os qu'on a trouvé dans le foyer était un morceau d'humérus qui avait été brisé. Il fallait continuer à creuser. Quand le sol a bien dégelé, on a trouvé de plus en plus de fragments d'os. J'ai pu identifier qu'il s'agissait des os d'un jeune homme et d'une jeune femme, deux jeunes adultes. Mais il était impossible de déterminer exactement qui ils étaient. Et là, au milieu des fouilles, j'ai commencé à me demander qui sont-ils? Où sont-ils morts? Quand sont-ils morts? Et comment sont-ils morts? On a ramené Richard, le petit frère de Robert, à la cabane. On lui a montré les restes et on l'a de nouveau interrogé. Il a craqué. Il nous a tout raconté et on pense qu'il a dit la vérité. La scène s'est déroulée au petit matin du 6 août 1999.
Robert et Shaun sont rentrés de leur périple de l'autre côté de la frontière. Richard Armstrong, son cousin Dale et Melody, dormaient à l'intérieur. Robert s'intéressait beaucoup à Melody. Il a dit à Shaun qu'il aimerait coucher avec elle et que ça ne ferait rien, puisqu'elle était déjà enceinte. Ça n'a pas plu à Shaun, et ils ont commencé à se battre. Robert Armstrong a attrapé une pelle. Et il a frappé Shaun avec. Ensuite, il est allé chercher l'arme à feu avec laquelle ils avaient tiré dans la journée. Et il a tué Shaun. Robert a demandé à Dale McCrae de l'aider à jeter le corps au feu. Dale et Robert ont donc jeté Shaun Barrett dans leur feu de camp et ont recouvert son corps de bûches. Pistolet en main, Robert est allé réveiller Melody pour lui dire que Shaun voulait lui parler. Melody est sortie et a demandé à Robert où était Shaun. Et Robert Armstrong lui a dit de regarder dans le feu. Melody s'est retournée et elle l'a supplié. « Pitié, ne me tue pas, je suis enceinte. » Mais il a levé son arme et il a tiré. Richard Armstrong nous a dit qu'il avait jeté son corps dans le feu et qu'ensuite, il avait brûlé tous les effets personnels du couple dans ce même feu. On a trouvé un peu de tout dans les cendres, mais surtout, on a trouvé un bracelet avec une inscription en hindi. Le bracelet était brûlé et déformé. Mais la mère de Melody avait le même. Elle les avait achetés ensemble dans un carnaval. C'est ce bracelet qui nous a permis de confirmer que c'était bien les os de Melody qu'on avait trouvés. J'y pense tous les jours. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une chose pareille. Ça a été l'un des pires jours de ma vie, de toute ma vie. Comment est-ce qu'on peut tuer deux êtres humains et leur enfant à naître? C'était un cauchemar. Ça n'aurait pas pu être pire. Elle n'a jamais pu porter son enfant dans les bras. Elle et Shaun ne seront jamais les parents extraordinaires qu'ils auraient été. Je suis désolée. Pardon. Ne vous excusez pas. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais... Peu importe les années, ça reste très dur.
Le temps a beau passer, j'aurai toujours du mal à en parler. Parce qu'elle... Personne ne mérite ce qui lui est arrivé. Personne. Robert et Dale ont été arrêtés à côté de chez eux, à Windsor, dans l'Ontario, au mois de décembre. Robert a été condamné à perpétuité pour le meurtre avec préméditation de Melody Lopez et pour le meurtre de Sean Barrett. Dale McCrae, le cousin, a été condamné à 6 ans de prison pour complicité. Il a été acquitté en deuxième instance. Il a raconté qu'il avait dû obéir pour sauver sa peau. Richard avait été abandonné là-haut depuis la mort de Melody et Sean au mois d'août. Les 2 victimes avaient été enterrées sur la propriété et Richard était là, à cohabiter avec leurs fantômes. Et malheureusement, il a été rattrapé par cette histoire. Quand je travaille sur une affaire, je le fais pour la famille et pour la victime. Quand j'ai rencontré le père de Sean et la mère de Melody au tribunal, j'étais satisfait. Tout notre travail en avait valu la peine. Ceux qui avaient fait ça n'étaient plus en liberté. Et les familles, je ne dirais pas que ça leur a permis de passer à autre chose, mais au moins, elles savent. Le mystère est résolu. Et je pense que c'était important de leur donner ça. Si David Lopez ne s'était pas autant battu, on chercherait encore Sean et Melody. Les Armstrong vivraient toujours tranquillement et personne ne saurait ce qu'il s'est passé. Il n'aurait jamais abandonné. Il chercherait encore aujourd'hui. S'il le fallait, il devait retrouver sa fille. C'était comme ça. Je pense que David et Robin ne s'en sont jamais remis. Robin nous a quittés en 2018. David était malade et il est parti en 2020. Mais peut-être qu'au moins, ils ont retrouvé Melody